Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Bonjour. Donc nous allons débuter. Hop. Donc aujourd'hui, nous sommes, donc je suis avec Brice Ducly, responsable technique chez IMI Hydraulique et Antoine Jauvert, donc moi-même Antoine Jauvert, formateur. Et nous allons parler de l'équilibrage hydraulique de la distribution, donc réaliser un audit hydraulique et réviser l'équilibrage de la distribution. Alors excusez-moi, petit souci, oui, oui. Ah, quand même. OK, on va quand donc pour rappel, hein, nous sommes là aujourd'hui, pardon, pour, parler des solutions hydrauliques pour répondre aux nouvelles contraintes d'optimisation énergétique et environnementale et avec un focus notamment sur l'audit hydraulique en résidentiel collectif. Donc aujourd'hui, un focus sur l'équilibrage hydraulique. Pour information, vous pouvez retrouver nos précédents webinaires disponibles en replay sur notre site internet et également sur YouTube sur notre chaîne IMI Hydraulique. Aujourd'hui, 22 mai, nous parlons d'équilibrage et nous nous donnons rendez-vous également le 26 juin pour parler cette fois de régulation terminale et économie d'énergie associée à cette régulation. Pour rappel, ou pour ceux qui l'ignorent, donc le groupe IMI, c'est 3 marques. IMI Pneumatex pour le maintien de pression, l'expansion et la qualité d'eau. Donc on va retrouver des séparateurs d'air, séparateurs de boue, groupe de maintien de pression et vase d'expansion. On a ensuite la marque IMI TA pour l'équilibrage et la régulation hydraulique. On retrouve donc les vannes TA traditionnelles d'équilibrage, mais aussi des vannes de régulation comme le TA Modulator et une gamme également d'actionneurs connectés avec une communication bus par exemple et d'autres fonctions. Donc une gamme de servomoteurs 100% numérique. Et enfin la marque Emeyer pour la régulation pardon, thermostatique. Donc, on va retrouver des têtes thermostatiques, des corps de robinet, des collecteurs de plancher chauffant, et également une gamme de thermostats. Donc, 100% de nos produits, à travers ces 3 marques, sont fabriqués en Europe, donc entre la Suisse, l'Allemagne, la Suède et la Slovénie. Et donc, l'ensemble de notre chaîne de fabrication et de recherche et développement est situé en Europe. Aujourd'hui, donc, nous allons parler d'équilibrage hydraulique. Alors, quand on réalise un audit ou lorsqu'on fait une rénovation, on va réaliser une rénovation, on va isoler, par exemple, la façade extérieure du bâtiment. On va rajouter éventuellement des émetteurs sur l'installation. On va diminuer ou augmenter la puissance nécessaire à fournir à notre installation de chauffage ou de refroidissement. Et un point très important lorsqu'on va réaliser ces modifications, c'est vérifier la cohérence de la distribution par rapport à la puissance que l'on va devoir fournir. Et donc, ça passe notamment par l'équilibrage et également vérifier les pertes de charge et la gestion de pression différentielle dans notre installation. Donc, on va aborder ces 3 points, la configuration des collecteurs, l'équilibrage, les vannes d'équilibrage que l'on va rencontrer et les méthodes d'équilibrage associées à ces vannes. Et enfin, comment gérer la pression différentielle dans l'installation de façon globale, mais aussi de façon locale. Pour commencer, je vous propose un quiz qui arrive tout de suite. Hop, le voici, il va s'afficher à votre écran. Quelle est la réduction de consommation envisageable, donc sur la consommation électrique d'une pompe, un circulateur, après équilibrage de l'installation? Je vous laisse répondre.
vous avez répondu en moyenne donc 30% de réduction de consommation électrique sur la pompe. En réalité, on peut monter jusqu'à 40% de réduction de consommation sur la pompe, uniquement sur la consommation électrique. Je ne parle pas de la consommation générale, ce chiffre pour la consommation générale sera un peu inférieur. Mais en termes purs de consommation électrique, si on considère un surdébit, donc ce qui aura lieu généralement sur une installation déséquilibrée, hein, pour rappel, un déséquilibre, c'est qu'on va avoir des surdébits à certains endroits et des sous-débits à d'autres, mais il va résulter souvent en un surdébit global pour l'installation. Et si on considère une réduction, par exemple, de 30% de débit sur l'installation et une réduction de la hauteur manométrique, également après équilibrage de notre circulateur d'une dizaine de pourcents, je peux atteindre 40% de consommation électrique, de réduction de consommation, uniquement grâce à l'équilibrage. Donc voilà, c'est une petite info pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet. Et donc, pour rappel, hein, nous sommes là pour parler de diagnostic hydraulique. Au webinaire précédent, pardon, nous avions diagnostiqué la production et les interfaces hydrauliques. Vous pouvez retrouver ce webinaire en replay et également le support de présentation qui avait été utilisé. Et aujourd'hui, nous allons aborder la distribution. Donc, on va voir comment gérer la hauteur manométrique de la pompe, la conversion entre débit constant et débit variable, et enfin le rééquilibrage hydraulique. Et nous allons donc commencer par les collecteurs, et je vais laisser la parole à Brice. Merci Antoine. Pourquoi parle-t-on de collecteur? Parce que bien souvent, donc on sort de la production, échangeur ou chaudière, et bien souvent on a plusieurs départs à alimenter. Et dans ce cas, on utilise des collecteurs qui vont servir à plugger les différents départs. Alors, vous avez ici 3 configurations de collecteurs qu'on rencontre souvent dans nos chaufferies. Et il est important de les distinguer et de savoir ce qu'on peut améliorer, en tout cas ce qu'on peut vérifier. Donc là, dans le cas présent, vous voyez 3 collecteurs de type passif. Donc qu'est-ce qu'on appelle un collecteur passif? C'est un collecteur qui, aux bornes des différents départs, ne produit pas de pression différentielle, ne produit pas de HMT localement à cet endroit-là. D'accord? Donc dans le premier cas, effectivement, le collecteur est passif parce qu'on n'a pas du tout de pompe, hein. On imagine ici qu'on a une chaudière ou un échangeur, d'accord? Le collecteur et nos départs. Donc là, il n'y a pas de pompe, donc là, il n'y a pas de pression dynamique, de pression différentielle fournie par le collecteur. Dans ce cas présent, il y a une bouteille de découplage en place. Donc cette bouteille de découplage fait que elle annule en fait la toute pression différentielle. Donc la pression différentielle entre ce point-là et ce point-là est nulle parce qu'elle est égale à la pression différentielle entre ce point-là, tout ce trajet-là. Donc là, on n'a pas de perte de charge. On a fait en sorte d'avoir une bouteille surdimensionnée pour qu'il n'y ait pas de perte de charge. Le collecteur lui-même, qui souvent fait 2 fois le diamètre du débit du tube primaire, ne crée pas de perte de charge. Donc on a bien un distributeur passif. Et dans le troisième cas, donc là, le bouclage, il existe, mais en bout de collecteur. D'accord? Donc souvent, on utilise ce type de configuration quand on n'a pas la place de mettre une bouteille, par exemple. On boucle le bout du collecteur. Donc le collecteur, ici, le bouclage a le même diamètre que le collecteur. Et comme dans le cas précédent avec la bouteille, la perte de charge entre ce point-là et ce point-là étant nulle, la pression différentielle entre ce point-là et ce point-là est elle-même négligeable. D'accord? Et comme le collecteur lui-même est surdimensionné, les pertes de charge sont négligeables, c'est idem pour tous les départs qui seront plugués sur ce collecteur. Et quand on a un collecteur passif, d'accord, sur les différents départs, on a 2 principaux types de configurations qui vont être mises en place. Donc le premier, on le connaît bien, c'est le montage avec une 23 voies installée en mélange. D'accord? Donc ces deux configurations permettent de faire moduler la température de départ en fonction de la température extérieure. On a parlé lors du dernier webinaire du mois dernier avec la fameuse loi de chauffe. Donc là, ce qui se passe, c'est que la 23 voies, en fonction de la température extérieure, elle est pilotée par un régulateur, par un automate, qui va plus ou moins ouvrir cette 23 voies pour plus ou moins mélanger l'eau de départ avec l'eau du retour. Là, c'est le cas plutôt classique. Ce deuxième cas, qu'on appelle 3 voies en double mélange, va être utilisé quand on veut changer le régime de température. Ici, par exemple, je suis à
80-60, je vais partir en 40-30 parce que j'ai un plan chauffant, c'est souvent le type d'application qui est associé à cette configuration. Donc je mets en place ce type de montage. Donc on va faire un petit focus sur ce montage brièvement pour se rappeler comment il fonctionne. Donc je rappelle, hein, ici le primaire est passif, donc j'ai pas de pression différentielle fournie. Les régimes de température sont différents entre le primaire et le secondaire. Donc là j'ai 70-30, ici j'ai 40-30, parce que je veux pas alimenter mon radiateur, mon plancher chauffant à plus de 40 degrés, parce qu'au-delà on peut créer des désordres déjà physiologiques hein, sur les mollets des utilisateurs et d'autre part sur les revêtements par exemple, qui supportent mal la chaleur, ou le béton lui-même qui supporte mal la chaleur. Donc dans ce cas-là, la première solution qu'on pourrait utiliser, c'est une 23 voies, et qui dans ce cas serait toujours très fermée. Parce que le but, hein, là si on fait le calcul avec les températures mises en jeu, il faut prévoir un fonctionnement avec 75% d'eau qui passe dans le bypass et 25% de débit qui passe par la 23 voies. Et donc la vanne, c'est-à-dire que la 23 voies est constamment fermée. Et quelquefois, elle va s'ouvrir en grand pour rétablir la température qui aurait dérivé par rapport aux 40 degrés attendus. Et là, le risque, justement, c'est que cette 23 voies ait une défaillance, elle s'ouvre et on envoie à 70 degrés dans le plancher chauffant. Donc, pour s'éviter ces soucis, on met en place ce fameux double mélange. D'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, on met en place un bypass qui sera bien sûr étudié et équilibré. Il est dimensionné dans notre exemple, je disais, hein, on a 75% de l'eau qui va passer dans le bypass, d'accord, et 25% qui va passer en direct, d'accord. Donc l'autre avantage de ce système, c'est que la 23 voies sera plus petite, parce que le delta T est plus grand, hein, on a 40 degrés de delta T, donc le KV va être petit, et la 23 voies aussi, donc sera moins cher. Et ce bypass, bien sûr, il va être équilibré, on va faire en sorte d'équilibrer, ces 3 vannes sont indispensables, je vous explique pourquoi. La vanne de bypass, on va la régler de sorte que sa perte de charge soit égale à la perte de charge du parcours à D, ce qui se passe dans le collecteur, c'est-à-dire pas grand-chose. On revient ici et jusqu'au nœud B. Voilà. La perte de charge de cette vanne-là équivaut à toutes ces pertes de charge ici, 23 voies incluses. Une fois qu'on a réglé cette vanne, on va régler le débit primaire, d'accord, à l'aide de la vanne STA-DP comme primaire, pour être sûr d'avoir justement 25 degrés dans un sens, 75 degrés dans l'autre. Donc voilà, donc ça c'est l'application classique de plancher chauffant. Il faudra mettre en place, calculer, mettre en œuvre avec ces vannes d'équilibrage. Autre collecteur qu'on peut retrouver sur l'installation, c'est des collecteurs actifs. Donc pour les reconnaître, c'est simple. Là, contrairement à tout à l'heure, on a une pompe primaire qui va produire une pression différentielle. Dans les collecteurs, je n'ai pas de bouclage, ni à l'amont, ni à l'aval. Donc là, la pression différentielle fournie par la pompe va s'appliquer directement sur les différents départs. Et là, il y a une configuration qu'on pourrait confondre avec un collecteur passif. Mais non, on a bien un collecteur actif, puisqu'ici, on a une perte de charge. Hein. Souvent, le tube est réduit. On met en œuvre souvent ce petit bouclage pour garantir un débit minimum sur la pompe. Si on n'a pas d'autre moyen de le faire sur les différents départs, on met en place ce petit bout de tube. Donc, à ne pas confondre avec un bouclage, hein, c'est simplement un débit minimum. Et dans ce cas, on est en présence de collecteurs actifs. On a des précautions à prendre. Souvent, les collecteurs actifs sont utilisés quand on a des grands réseaux, par exemple un petit réseau de chauffage urbain dans une résidence de logement, on a une chaufferie principale, et on alimente ces différents collecteurs. Donc on a une grosse pompe qui envoie du débit dans les différents collecteurs. Et dans ces cas-là, on aura un départ de différents types. Donc donc là vous imaginez mon collecteur, hein. Donc là le dessin est inversé. Vous avez le collecteur ici, un départ qui va être modulé en fonction de la température extérieure. Et là, c'est un peu le mauvais exemple. Je vous explique pourquoi. On va faire un exercice, vous allez voir. Donc là, on regarde ce qui se passe vue du primaire. D'accord. Là, c'est une vue du primaire. Je regarde ce qui se passe à ce niveau-là. Donc on voit ici la pression positive qui vient de la pompe primaire, d'accord. Et ici la pression négative, donc qui repart, qui est l'aspiration de la pompe primaire. Donc premier quiz, à votre avis, dans quel sens va circuler l'eau dans ce bypass? Donc là, Antoine va lancer ce superbe quiz.
et l'autre. Ah, C'est celui-là. quel est le sens de circulation dans le bypass de la 23 voies vu du primaire? Donc là, vous voyez toujours le dessin. Un indice, c'est le petit plus et le petit moins qui vont vous aider. Voilà. Donc là, en effet, je te laisse répondre, Brice. En effet, Ah, non. les joies du direct, on prend des risques. Donc effectivement, vous avez raison. Là, la 23 voies agit en tant que vanne diviseuse. La pression étant supérieure dans l'entrée de la 23 voies, elle aura tendance, le débit aura tendance à être aspiré par la pression négative due à l'aspiration de la pompe primaire. Donc là, la 23 voies, elle a envie de fonctionner en vanne diviseuse. Ok, pourquoi pas. Et maintenant, vue du secondaire, donc là, je déplace la caméra, je regarde ce qui se passe du vue du secondaire. Selon vous, dans quel sens circule l'eau dans le bypass? On lance le quiz. Parce que quiz. Et suspense, vous avez le temps de réfléchir comme ça. La télévision passe. Rien. Hop. Donc, cette fois, vue du secondaire, quel est le sens de circulation dans le bypass de la Donc là, 23 voies? l'indice, c'est le circulateur que vous voyez à l'écran. Bravo. Donc là, c'est Bravo, vers le unanime. haut. Donc effectivement, je dévoile la vérité. Là, l'eau a tendance est plutôt à remonter dans le bypass, parce que là, on est en présence d'une vanne de mélange, la fameuse vanne de mélange qui sera connectée au régulateur et qui va agir en fonction de la température extérieure. Mais là où c'est perturbant, c'est qu'en fait, là, il s'agit du même bypass. Voilà, c'était l'astuce pour mettre en évidence que la vanne 23 voies n'est pas dans un état qui va la satisfaire. Et ce qui va se passer, c'est que dans certains cas, comme quand la pression du primaire va être trop forte, donc souvent lors de la fermeture ou d'ouverture, ça c'est le moment critique, la pression primaire c'est tellement importante que le débit va avoir tendance à s'inverser. Donc là, on n'a plus de mélange, on a de la répartition, la vanne vibre, fait du bruit, et les températures sont pas idéales, sont pas ce qu'on attendait. Donc là, voilà, c'est une configuration qu'il faut éviter. Donc bien sûr, on a des solutions en cas de collecteur actif. La première solution, c'est de mettre en place un fameux bypass de découplage. Donc là, le bypass, c'est simplement un bout de tube qui fait une fois le diamètre normal, ou deux fois le diamètre si les distances entre les deux nœuds sont importantes. Mais souvent, on sélectionne un tube pour 15 mm de Cohen d'eau par mètre linéaire. Donc, si l'espace fait 1 mm, on n'a que 15 mm, donc autant dire qu'on n'a pas de perte de charge. Donc là, on serait bien en présence d'un bypass de découplage, c'est-à-dire qu'on sépare bien ce qui passe au primaire de ce qui passe au secondaire. Et là, en fait, on protège notre fameuse vanne Forbois qui était un peu schizophrène tout à l'heure. Là, on la rassure, elle n'a qu'un rôle, c'est vanne de mélange. Donc, première solution, dans ce cas-là, on garde un primaire à débit constant. Bon, c'est aujourd'hui, c'est pas l'idéal, mais quelquefois l'installation nécessite un débit constant. Dans ce cas-là, c'est le meilleur montage. Deuxième montage possible, et c'est celui qu'on va essayer de promouvoir, c'est un montage qui, là aussi, nous permet toujours d'avoir un point de mélange, parce que j'ai ici un point de mélange qui se crée. Donc, quand j'ai pas besoin de puissance, ma vanne de voie est fermée, d'accord? Ma vanne de voie qui agit en injection. Donc, je circule comme ça, comme en haut sur ma bouteille de découpage. Et dès que j'ai besoin de puissance, la vanne de voie s'ouvre peu à peu et injecte une partie du débit à la température du primaire pour augmenter la température et faire varier la température pour atteindre la température de consumé. Dans ce cas-là, j'ai reconstitué une 23 voies, d'accord, mais tout en protégeant, en évitant le phénomène de 23 voies schizophrène, puisque j'ai plus de 23 voies d'avantage. Et là, le gros avantage, c'est que j'ai un primaire maintenant un débit variable, parce qu'ici, ma vanne de voie s'ouvre et se ferme, et ça, c'est la définition d'un débit variable. Et du coup, c'est-à-dire que ma pompe primaire, elle, va pouvoir être équipée d'un variateur et de faire varier sa vitesse. Mais quand on a une grosse pompe qui fonctionne à vitesse variable, là, on fait des économies d'énergie fabuleuses. La troisième solution,
C'est le cas, par exemple, qu'on retrouve dans les sous-stations. Donc là, le client nous dit t'es gentil avec ton histoire de 22 voies de la gestion, mais moi, je veux garder ma 23 voies. D'accord, elle me satisfait. Et dans ce cas-là, on va mettre en place ce qu'on appelle un kit de stabilisation de pression différentielle, qu'on appelle le kit STAP, STAD ou STAF, STAP, pardon, ceux qui connaissent déjà les produits IMI. Donc là, le but du jeu est de mettre en place ce kit qui va stabiliser une pression différentielle. On aura choisi, qui ne sera pas énorme, cette pression différentielle, juste assez pour fonctionner, et en tout cas pour casser la pression, et là encore, rassurer notre vanne travois. Il n'aura plus de problème de schizophrénie, ça sera uniquement une vanne de mélange, et rien d'autre. Là, je rends la parole à Antoine, qui a un truc super intéressant à vous apprendre. Donc, par rapport en effet à ce que vient de dire Brice, lorsqu'on va passer le primaire à débit variable, donc là, on a des effets qui peuvent être intéressants. Et ici, on a audité en fait un réseau de chaleur, d'accord, qui alimente différents bâtiments. Donc, c'est un audit qui a été réalisé par la société Asterm. Et la chaufferie se trouve ici, à ce niveau du plan. Et donc, on part de la chaufferie, on va distribuer la puissance et donc le débit aux différents secteurs du réseau de chaleur. Et au fur et à mesure du temps, en fait, sur ce réseau de chaleur, ont été connectés de nouveaux bâtiments. Et donc, on a fait des extensions sur ce réseau. Or, on n'a pas forcément modifié la distribution principale, celle qui avait été créée au départ au niveau de la chaufferie. Et on n'a pas vérifié l'évolution des pertes de charge donc sur cette distribution. Ici, elle est en diamètre 200, d'accord? Sauf que le débit a tellement augmenté, a tellement évolué, qu'on se retrouve dans une situation où on sature, la tuyauterie sature, et donc on a une perte de charge qui explose sur cette distribution. Le problème, c'est qu'on n'arrivera jamais donc à faire passer le débit total de l'installation, et on va se retrouver avec certains bâtiments, notamment les plus éloignés qui sont en bout de réseau, qui sont les plus défavorisés, et qui seront en souffrance, c'est-à-dire qu'ils ne recevront jamais la puissance totale dont ils ont besoin, jamais le débit nominal dont ils ont besoin. Et donc, on voit bien que les réseaux, au bout, eux, ne sont pas saturés en débit. Mais si on n'arrive pas déjà à passer le débit total dans la distribution principale, eh ben, on n'arrivera jamais à alimenter l'ensemble du réseau. Dans ce cas-là, on peut adapter le primaire, le transformer à débit variable. Et donc, c'est-à-dire qu'on va foisonner le besoin, la demande de puissance sur l'installation. Un type de montage possible pour foisonner et donc pour rendre le primaire à débit variable, c'est positionner une vanne de voie en amont au niveau de la sous-station, en amont de la bouteille de découplage, par exemple, si on a une bouteille. OK. Cette vanne de voie, pardon, va être reliée à des sondes de température, donc déjà sur le réseau primaire, sonde de température aller et retour, pour maintenir un delta T cohérent, donc ici par exemple supérieur à 10 degrés. Et donc, on va suivre la demande de puissance du secondaire, toujours maintenir un léger décalage de température entre l'amont de la bouteille de découplage et la sortie de la bouteille sur le secondaire, et aussi maintenir un delta T supérieur ou égal à 10 degrés sur mon primaire, de façon à ce qu'à un moment donné, si je fournis trop de débit, eh ben, donc mon delta T va diminuer si je fournis un débit trop important par rapport à ce qu'a besoin mon secondaire. Donc, je vais réduire ce débit pour réaugmenter mon delta T. Voilà, donc comme ça, on va adapter, on va suivre le besoin secondaire sur notre réseau primaire. Voilà. Et maintenant, donc, on va parler de vannes d'équilibrage, de procédures d'équilibrage, méthodes d'équilibrage. Et donc, pour commencer, le rôle de la vanne d'équilibrage, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une résistance hydraulique locale. On va créer une résistance hydraulique avec possibilité de mesurer, hein, puisque le but, c'est finalement d'obtenir un débit, d'obtenir le débit requis à chaque endroit de l'installation. Alors, les vannes d'équilibrage, ça fait longtemps qu'elles existent. La première vanne, elle a été créée en 1957 par Tour et Anderson. Et puis, au fur et à mesure du temps, il y a eu des évolutions. Déjà, les prises de mesure. Au début, on faisait de l'équilibrage, mais en fait, sans pouvoir mesurer.
Donc, c'était un peu à tâtons qu'on réalisait l'équilibrage. On a ajouté de multiples tours de réglage sur les poignées. Avant, c'était à un seul tour de réglage. La poignée est devenue digitale, c'est-à-dire qu'on a des numéros directement sur la poignée, alors qu'auparavant, on utilisait un vernier. On a développé les prises de mesure auto-étanches sur ces vannes d'équilibrage, c'est-à-dire que plutôt que de devoir dévisser la prise de mesure pour pouvoir réaliser notre mesure, on a directement une aiguille qui va se planter dans un joint torique. Enfin, ont été développées des vannes à KV réduit, c'est-à-dire qu'on a constaté avec l'évolution des besoins, donc par exemple l'ajout d'isolation sur le bâtiment, les nouvelles normes en termes de consommation énergétique, donc la RT 2012, également la RE 2020 derrière, que lorsqu'on avait un abaissement de la puissance, si on ne voulait pas modifier l'ensemble de l'installation, donc modifier l'ensemble des tuyauteries sur l'installation, on pouvait simplement réduire le débit fourni à l'aide d'une vanne d'équilibrage à KV réduit. Donc on va garder la vanne dans le même diamètre, mais simplement on va réduire son passage, donc son débit, au niveau du corps interne de la vanne. Enfin, si on regarde les dernières évolutions, ben, on a augmenté la pression, les pressions nominales supportables par les vannes d'équilibrage et on a ajouté des centièmes, dixièmes et centièmes de tours de réglage afin d'obtenir un équilibrage de plus en plus précis. Évidemment, ces vannes d'équilibrage sont accompagnées des instruments de mesure. Donc on a, pour ceux qui ont connu, il y a eu le TACBI et TACMI, puis le TAScope, et avec une première version de capteur, puis une seconde version de capteur, cette fois avec calibration automatique du capteur. Et donc ça, c'est pour un titre historique. Et en termes de vannes, type de vannes que l'on va rencontrer, on va retrouver les vannes classiques, donc STAD dans notre gamme, les vannes d'équilibrage statique. On va avoir la version solaire, donc qui va supporter des plus hautes températures et aussi des très basses températures. La version AKV réduite, je vous en ai parlé, donc ici, elle s'appelle la STAD-R. Donc, on va passer à un débit réduit dans cette vanne. Et enfin, la version 0, vers 0 pour 0 plomb. Donc, il n'y a aucun plomb dans l'alliage de cette vanne. C'est pour se conformer à l'ACS, l'attestation ACS, l'attestation de conformité sanitaire, donc pour pouvoir utiliser cette vanne sur les réseaux d'eau chaude sanitaire. Maintenant, regardons le comportement d'une vanne d'équilibrage. Donc, on va parler du KV. Le KV, qu'est-ce que c'est? C'est le débit d'eau en mètres cubeurs qui traverse la vanne lorsque celle-ci est soumise à une pression différentielle de 1 bar. Okay, donc, c'est une valeur purement expérimentale, ce KV, et on n'obtiendra jamais ce débit d'eau en situation réelle, en fait. Sinon, on ferait passer des débits énormes dans les vannes d'équilibrage. Donc, attention à ça. Le KV, c'est pour une pression différentielle de 1 bar. Ça, on n'obtiendra jamais en réalité, en fait, cette pression de 1 bar dans la vanne, cette perte de charge. Quand on règle une vanne d'équilibrage, quand on va mesurer et régler une vanne d'équilibrage, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de modifier son réglage, donc son KV. Le KV n'est physiquement ni plus ni moins qu'une section de passage, en fait, à travers la vanne d'équilibrage. Et on va mesurer la pression différentielle, donc la perte de charge de la vanne. Et en fait, cette pression différentielle, c'est simplement la pression aval, P1, moins la pression P2, la pression amont, pardon, P1, moins la pression P2 en aval de la vanne d'équilibrage. Donc c'est ça qui définit la perte de charge d'une vanne d'équilibrage. Elle évolue, donc la perte de charge, au carré du débit. On a cette relation au carré par rapport au débit entre la perte de charge, pression différentielle, et le débit Q de la vanne ici. Donc ça, c'est la formule qui est valable pour l'ensemble des vannes d'équilibrage. Et ce qu'il faut retenir, c'est cette relation au carré entre le débit et la perte de charge. Si on regarde un petit peu plus en détail comment ont été construites les vannes d'équilibrage, on a choisi une caractéristique de vanne, donc c'est-à-dire la relation entre
son ouverture et son KV, ok, de façon à ce qu'elle ait une forme progressive. Hein, donc, en fait, elle sera égale pourcentage sur les premiers tours de réglage, enfin, du réglage 0 à 2 tours, et un peu plus linéaire lorsqu'on va s'approcher de l'ouverture complète de la vanne. Cette caractéristique, elle n'a pas été réalisée au hasard, elle a été étudiée, en fait, au plus juste, de façon à obtenir un réglage, une autorité plutôt, si on parle. Normalement, cette notion d'autorité est valable pour les vannes de régulation, mais si on la rapporte aux vannes d'équilibrage, ici, je vais avoir une autorité importante sur l'ouverture de ma vanne, donc entre 2 et 4 tours. Donc, sur la plus grande plage d'ouverture, je vais pouvoir réduire mon KV de 2,5 à, ici, 0,5. Donc, entre 2 et 4 tours de réglage, je vais diviser mon KV par 5. Donc, je vais avoir une action très forte sur le débit sans avoir besoin de fermer beaucoup ma vanne. Et donc, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est se retrouver dans une situation où toutes nos vannes sur l'installation se retrouvent à 1,5 tour de réglage, 1 tour, voire moins, c'est-à-dire très fermé. Pour information, le KVS, qui est donné dans les fiches techniques, c'est le KV maximal, c'est-à-dire à ouverture complète de la vanne d'équilibrage. Alors, pourquoi on veut maximiser l'ouverture de la vanne? Déjà pour des raisons de précision. Si je regarde ce graphique ici, 4 tours de réglage, c'est l'ouverture complète. Et là, j'ai l'erreur relative, donc l'imprécision sur la mesure et sur le réglage de la vanne en fonction de son ouverture. Donc là, à 4 tours, mon erreur est d'environ 5, entre 4 et 5%. Voilà l'erreur que j'aurai sur la mesure. Mais si je ferme la vanne, donc en dessous de 2 tours, mon erreur va augmenter très fortement. Et si je passe en dessous de 1,25 tours, j'ai une erreur qui va être supérieure à 10%. Et ça, ce n'est pas tolérable en général pour obtenir un bon équilibrage. On dit qu'on voudra une erreur inférieure à 10%. Et donc, toutes les vannes au-dessus de 1,25 tours. Voilà. Donc ça, c'est une première chose à savoir en termes de précision d'équilibrage. Et puis, un deuxième aspect, lorsqu'on va sélectionner les vannes et les KV de ces vannes, eh ben, en fait, on peut obtenir 3 fois le même KV sur 3 vannes de diamètres différents. Ici, j'ai un exemple. Si on veut un KV de 1 en DN10, en DN15 ou en DN20, eh ben, j'aurai un réglage qui me permettra d'obtenir un KV de 1. Donc là, pas de problème. Avec ces 3 vannes, je vais pouvoir assurer mon équilibrage. En revanche, le problème, c'est que déjà, là, je vais peut-être avoir des problèmes de précision sur ce réglage. Alors oui, donc j'ai un petit quiz, en effet, pardon, avant de dévoiler tous les secrets. On est chaud, là. À votre avis, donc sur ces 3 vannes, quelle est la plus adaptée pour obtenir un KV égal à 1? Ok, vous avez majoritairement répondu. On va faire des spécialistes. Ouais, DN10, je vois qu'il y en a qui connaissent un petit peu. Ça se discute finalement. Ça se discute. Ok. Bon, en effet, la bonne réponse était le DN10. Pourquoi? Parce qu'en DN10, je vais avoir un réglage le plus ouvert possible sur cette vanne, pour un même KV, pour un même débit, et donc une précision qui sera supérieure par rapport au DN15 ou au DN20. Alors certains ont répondu DN15. En effet, je pourrais utiliser une vanne en DN15 puisque là, je garde une précision qui est très convenable. On a vu au-dessus de 1,25 tours, j'avais une très bonne précision, même idéalement au-delà de 2 tours où j'obtiens une excellente précision. Et puis deuxième aspect, physique, purement physique, pas en termes de réglage ou de performance et de précision, c'est le passage en fait qui va rester dans ma vanne. On constate sur ces 3 diamètres différents que là, j'ai beaucoup plus
de passage, en fait. J'ai une largeur de passage qui est plus importante sur le DN10. C'est un peu contre-intuitif, pardon, mais j'aurai plus de passage sur la DN10 que par exemple sur la DN20 où je me retrouve avec un passage très étroit. Donc qui peut conduire par exemple à l'encrassement des vannes, voire à créer du bruit ou d'autres problèmes. Donc en effet, je vais plutôt favoriser l'utilisation d'une vanne en DN10 pour ce KV, dans ce cas précis. Maintenant, je laisse la parole à Brice, qui va nous parler de diagnostic à l'aide d'une vanne d'équilibrage. Bois un petit coup. Merci. Notre temps est là. Donc là, pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec une vanne d'équilibrage, on va faire un petit diagnostic. Donc là, dans l'exercice qu'on imagine ici, je cherche à atteindre 1200 litres/heure dans cette unité terminale, dans cet échangeur, dans ce circuit. Appelons-le comme on le veut. On a une vanne d'équilibrage qui est positionnée. Première chose que je vais faire, je vais mesurer le débit dans cette vanne et je mesure 900 litres/heure. Donc, j'étais pas là par hasard, hein, j'avais l'intuition qu'il y avait un souci. Effectivement, j'ai 900 litres/heure alors que j'en voulais que 1200. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est un diagnostic, donc à l'aide de notre télescope et de son capteur ici, qui est connecté. Je vais faire une première mesure. Donc, j'ai fait déjà une première mesure. Et le but du jeu, ça sera d'essayer de deviner, enfin, pas de deviner du tout, de trouver quelle est la pression disponible fournie par la pompe à cet endroit-là, et de savoir aussi quelle est la perte de charge du circuit. Et bien, avec une simple vanne d'équilibrage, on peut trouver ces deux inconnus qui sont primordiales et nécessaires au diagnostic. Donc, première chose, j'ai déjà fait une mesure, hein, ma vanne est en réglage 4, parce que j'étais au bout de ma vie, j'ai ouvert ma vanne à fond, je mesure, j'ai que 900 litres/heure, et je mesure 2,7 kPa dans cette vanne DN20. La mesure la plus importante, c'est la mesure vanne fermée. Donc, je ferme ma vanne, bon, ma vanne est installée en DN20, je la ferme complètement. Donc, KV égale 0. Je mesure un débit égal à 0, hein, parce qu'on sait que le débit dépend du KV. Le KV étant nul, mon débit est nul. Par contre, la delta P, elle, n'est pas nulle du tout. Au contraire, elle est à son maximum. Et là, je mesure 60 kPa, donc 6 mètres de colonne d'eau, vanne totalement fermée, simplement parce qu'en fermant ma vanne, donc là, entre les deux prises de pression, donc là, la prise de pression rouge, P1, et la prise de pression bleue, P2, entre les deux, j'ai mon obturateur qui est fermé. J'ai fermé ma soupape. Donc, en fermant cette vanne, ce que je mesure, d'abord, c'est la pression de P1. La pression de P1, elle est, comme le débit est nul, la pression de P1 ici est toujours la même. La pression de P1 et la pression que j'ai ici, est la même qu'ici, la même que là, la même que là, la même que là, et la même que à l'entrée de mon tronçon. La pression que je lis sur la vanne est égale à la pression que j'ai ici. Et la pression P2, ben, c'est la pression que j'ai là. Donc, en fait, en mesurant la pression aux bornes de ma vanne fermée, je mesure la pression dont je dispose aux bornes de mon tronçon. Et ça, c'est très important, que grâce à ça, donc je déduis que j'ai 6 mètres de colonne d'eau disponible, et que du coup, je peux même en déduire la perte de charge de mon unité terminale pour 900 litres/heure. Je rappelle que j'ai fait ma mesure à 900 litres/heure, j'ai dit 2,7 kPa. Comme je dispose de 6 mètres de colonne d'eau, donc dans ce circuit, d'accord, je perds 57,3 kPa pour 900 litres/heure. C'est la perte de charge de circuit pour 900 litres/heure. Donnée importante. Ensuite, je vais utiliser l'autre formule que je connais bien, c'est cette formule qui dit que le débit dépend du kV et de la racine carrée de la delta P. D'ailleurs, entre parenthèses, cette formule n'est vraie qu'en régime turbulent. Donc, je le précise que ça rappelle, c'est important de rappeler que le télescope, lui, il connaît toutes les formules pour calculer le débit en fonction de la perte de charge. En régime laminaire, donc pour les petits débits, la formule n'est pas la même. Et ça, le télescope, c'est-à-dire le seul mesureur qui l'intègre, hein, intègre cette formule. Donc, quand vous mesurez des petits débits, choisissez un télescope parce que c'est le seul à vous donner une valeur précise. Donc, en régime turbulent, je connais cette formule, et cette formule, je la transforme facilement avec un petit jeu mathématique. J'obtiens le KV de la vanne, du tuyau, de l'échangeur, en fonction du débit de la delta P. Les unités pour cette formule est le débit en mètres cubes heure et la perte de charge en bar. Donc j'applique cette formule dans le cas présent. J'ai mesuré 57,3 kPa dans mon circuit, mon échangeur, pour 900 litres/heure. J'en déduis le KV, parce que c'est comme une vanne, hein, tous les équipements dans une installation ont un KV, un filtre un KV, un bout de tube un KV, mon tronçon lui-même a un kV, et son kV, il est simple à calculer. Et je l'ai ici, c'est mon débit divisé par la perte de charge. Donc 900 litres/heure, c'est 0,9 mètres cubes heure.
57 kPa, c'est 0,57 bar. Donc le kV de mon échangeur ici est de 1,19. Voilà. Et ce kV sera le même, quels que soient les débits qui passeront dans cet échangeur. C'est une valeur intrinsèque à l'équipement. Le kV est de 1,19. De là, j'utilise ma formule, toujours la même, et je la remanipule un peu, et j'en déduis que la perte de charge dépend du kV et du débit toujours, mais ce coup-ci, il faudra diviser le débit par le kV, le tout au carré, pour obtenir la perte de charge. Donc je veux cette perte de charge pour 1200 litres/heure, le fameux débit que je cherche à atteindre. Et donc dans cet échangeur, pardon, la perte de charge sera de, je fais mon petit calcul, donc la delta P pour 1,2 m3, c'est 1,2 divisé par le kV, 1,9, le tout au carré, j'obtiens 1,02 bar, ce qui vaut à 102 kPa. Donc j'espère que vous m'avez suivi, et si vous le souhaitez, vous aurez ce slide pour le refaire à tête reposée. En tout cas, j'ai ma réponse. Paf. Pour 1200 litres/heure, il me faut 102 kPa de pression, ou inversement, à 1,2 litres/heure, 1,2 m3, mon échangeur crée 102 kPa. Qu'est-ce que je fais de cette valeur? Je retourne sur mon petit schéma, je me gratte la tête, et là je me dis que pour obtenir mes 1200 litres/heure, il faut que je vins 102 kPa de perte de charge. Or, ma pompe m'en donne que 60. Voilà d'où vient mon problème, c'est que soit ma pompe, la HMT de ma pompe n'est pas suffisante pour atteindre ces 1200 litres/heure, il faut que j'augmente ma pression disponible, donc que j'augmente ma pompe primaire, j'augmente sa HMT, ou alors je mets en évidence qu'entre ce point-là et ce point-là, j'ai trop de perte de charge. Donc soit l'échangeur ou le radiateur ou le tronçon est colmaté. J'ai un excès de boue dans mon installation qui crée des pertes de charge que je n'avais pas à la conception du bâtiment, ou simplement j'ai un filtre atami quelque part qui est colmaté, un bosseau sphérique qui a été fermé ou partiellement fermé. Voilà, donc là j'ai diagnostiqué un problème et je vais le résoudre, soit en augmentant la pression à l'amont, soit en diminuant la perte de charge à l'aval. Voilà ce qu'on fait juste en fermant une vanne d'équilibrage STAV. D'ailleurs, ça permet de mettre en évidence les outils du diagnostiqueur. Vous avez tout ça dans vos poches. Le logiciel iSelect, donc là, c'est le logiciel que nous utilisons sur nos PC pour sélectionner une vanne, déterminer une perte de charge, ou pour aller beaucoup plus loin, on rentre carrément dans notre installation, on rentre un projet dans ce logiciel, on déduit les pertes de charge, la HMT de la pompe, le réglage de toutes les vannes. C'est un logiciel qu'on utilise souvent, on utilise 2% de cette fonction, mais en faisant appel à Antoine qui formera là-dessus, vous pouvez atteindre des objectifs supérieurs. Deuxième outil, le disque de pré-réglage. Donc ce disque, vous le connaissez tous, hein, ça permet simplement, en alignant la perte de charge et le débit, en obtenant les différents diamètres possibles. Et là, vous posez la question, le disque vous propose un DN10, un DN15, un DN20, vous savez maintenant qu'il faut prendre la vanne la plus petite. Merci Antoine. Le deuxième outil, le théascope. Le théascope qui est multifonction, hein, Antoine va vous en parler juste après, il permet non seulement de faire des mesures de delta P, de débit, de température, parce qu'il intègre aussi une sonde qu'on pourra plonger dans les prises de pression. Il intègre aussi des méthodes d'équilibrage, d'accord? Il vous parlera de méthodes diagnostiques, wireless. Et le dernier outil que vous avez tous dans vos poches, c'est iTools, qui est une application gratuite aussi, comme iSelect, hein, qui permet facilement d'utiliser des outils pour sélectionner une vanne, pour calculer une perte de charge dans une vanne de TA que vous trouvez, sélectionner la puissance nécessaire dans un radiateur. Vous voyez, installez cette application, elle est gratuite, et allez-y. Et bien sûr, l'outil primordial, c'est les prises de pression. Voilà, sans prise de pression sur la vanne, on ne pourra pas faire grand-chose. Je passe la parole à Antoine, monsieur méthode d'équilibrage. Oui, donc on va décrire le problème de l'équilibrage et les méthodes qui vont nous permettre de résoudre ce déséquilibre. Alors, le déséquilibre, qu'est-ce que c'est? Très simplement, hein, la pompe fournit une pression différentielle, c'est la hauteur manométrique de la pompe, à l'ensemble de l'installation. La pompe n'a qu'une vision globale, hein, de l'installation. Donc, elle fournit une pression et ensuite, elle va se répartir, cette pression, de façon inégale. Donc, les premiers émetteurs, naturellement, vont se retrouver en surdébit. Et donc, je vais rentrer assez chaud dans le radiateur, dans les premiers appartements au premier radiateur, et je vais ressortir aussi également chaud. Donc, j'aurai très peu d'échange de chaleur, mais j'aurai une puissance très importante, ce qui va conduire à des températures ambiantes
trop importante. Okay. Et puis au fur et à mesure que je vais m'éloigner de la pompe, je vais avoir de moins en moins de pression et donc de débit, et je vais me retrouver dans des situations où la température ambiante est inférieure à ce qu'on voudrait. Pour résoudre ce problème, on va utiliser des résistances hydrauliques, qui sont les vannes d'équilibrage. Et donc, on va ajuster ces résistances, on va ajuster la perte de charge créée par chacune des vannes, de façon à obtenir une distribution de pression homogène sur l'ensemble de l'installation. Donc, on va créer des pertes de pression à chaque emplacement des vannes d'équilibrage. Et donc, ces pertes de charge, ces pertes de pression, en fonction du réglage de la vanne, vont nous conduire à un débit sur chaque émetteur. Okay. On cherchera à obtenir, alors ces pertes de charge-là, elles restent à déterminer, hein, soit en étude ou soit sur le chantier, mais on cherchera toujours à obtenir sur la vanne la plus défavorisée, donc qui est en général la plus éloignée, et qu'on nommera vanne de référence, on voudra 3 kPa de perte de charge. C'est un minimum qui va nous permettre d'obtenir une mesure correcte et précise et stable sur un instrument de mesure. Voilà. Ici, je vais vous montrer 2 cas différents. Une installation qui a été équilibrée dans un premier temps, dans le premier cas ici, avec une méthode d'équilibrage adaptée. Et donc, on a pu réussir à obtenir 3 kPa, c'est-à-dire un minimum de perte de charge dans la vanne de référence. Et si je regarde ce circuit, quelle hauteur manométrique je vais devoir fournir à cette installation, il faut que je calcule mes pertes de charge. Donc là, j'ai 5 émetteurs auxquels je dois fournir 100 litres-heure, et ils ont une perte de charge. Donc, s'il y a différents émetteurs, ici 15 kPa, 20 kPa en fonction du type d'émetteur. Et j'ai aussi ma perte de charge linéaire dans la distribution que je vais pouvoir calculer. Dans cet exemple, j'ai 6 kPa, puis 2, puis 5, puis 4, puis 3 kPa. Donc, c'est la perte de charge de chacun des tronçons, aller-retour. Ce qui me fait un total, si j'ajoute en plus la perte de charge de la vanne de référence 3 kPa, okay, j'additionne l'ensemble de ces pertes de charge, j'obtiens, pour le circuit le plus défavorisé évidemment, c'est sur ça qu'on va dimensionner la pompe, 43 kPa. Donc là, on a optimisé en fait les pertes de charge, on les a réduites au maximum sur l'installation et on a réglé la pompe à sa hauteur la plus faible. Okay. Ici, la perte de charge de la vanne la plus proche de la pompe, elle est de 22 kPa pour pouvoir homogénéiser les pressions. Okay. Ça, ce résultat, il sera obtenu uniquement si on utilise une méthode d'équilibrage adaptée. Donc, on va retrouver 2 méthodes. La méthode Régis, appelée TA diagnostic dans le PA-Scope. Et puis également, on va retrouver la méthode proportionnelle ou sa variante, la méthode compensée, et qui a aussi été automatisée dans le TA-Scope et qui s'appelle la TA wireless. Voilà, donc c'est des méthodes qui vont vous garantir un minimum de perte de charge dans les vannes d'équilibrage et donc une hauteur manométrique de pompe la plus faible possible. Ok. On forme dans notre centre de formation à Tremblay en France, ici, voilà, simplement. Vous avez le banc qui est derrière nous. On forme à ces différentes méthodes d'équilibrage. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. On a un calendrier de formation sur l'ensemble de l'année pour en savoir plus. Ici, deuxième cas, cette installation, elle a été équilibrée. C'est la même installation, mais sans méthode, un peu par itération. Bon, là, on s'en sort quand même pas trop mal, mais on se retrouve avec une perte de charge dans la vanne de référence de 10 kPa, donc 7 kPa de plus que précédemment. C'est pas énorme, là, on arrive quand même à un bon résultat. Mais déjà, notre pompe, elle doit fournir plus de pression. On a 50 kPa maintenant à fournir à cette installation, et pourtant, on obtient le même résultat. Simplement, on consommera plus, et pour un même résultat sur le confort. Voilà. Prends juste la parole 2 secondes. Oui. On a fait apparaître le petit logo Calliope pour rappeler que le centre de formation, donc Antoine, est certifié Calliope. Oui. Ça veut dire que simplement, on pourra bénéficier de financement pour que vous ayez peu à payer en fait, pour participer à ces formations. Voilà, c'est important de préciser. Peu ou pas, en effet, selon le type de formation réalisée. Exactement. Ok, et dernier chapitre, on va parler de la pression différentielle maintenant. Donc, je vais commencer par la pression différentielle de la pompe
sur un aspect général de l'installation, parce que la pompe ne va pas piloter localement la pression, mais vraiment au niveau général de l'installation. Et quand on parle de pompe à vitesse variable, parfois on dit que c'est une pompe à débit variable. En réalité, il n'existe pas de pompe à débit variable. C'est l'installation qui fait varier le débit, donc les vannes de régulation ou les robinets thermostatiques, par exemple. Mais la pompe ne fait que adapter sa vitesse et donc sa consommation au débit de l'installation. Mais ce n'est pas elle qui fait varier le débit dans l'installation. Donc ici, premier cas, j'ai une pompe à vitesse variable, ok, avec une consigne de hauteur manométrique constante. Ok. Donc on a réglé la pompe à la hauteur manométrique de 150 kPa, ici, pour le débit nominal 100%, et je vais appeler cette valeur HD. C'est la hauteur manométrique dans les conditions en fait de design. Ici, j'ai le graphique, j'ai la répartition de la pression sur mon installation. Donc forcément, j'ai beaucoup de pression ici au départ, hein, sur les premiers circuits. Et puis, j'ai les pertes de charge de l'installation et je me retrouve avec une pression différentielle inférieure sur les derniers circuits. Et le but, encore une fois, hein, c'est avec l'équilibrage d'homogénéiser cette pression sur l'installation. OK. Mais sans parler d'équilibrage, pour rester sur la hauteur manométrique de la pompe, ici, si je la pilote en constant, eh ben, quel que soit le débit qui va circuler dans l'installation, je vais fournir toujours la même pression. OK? Donc, c'est un premier pas d'optimisation pour une pompe. Le problème, en revanche, que l'on va rencontrer en utilisant ce mode ce mode de gestion de la pression, pardon, c'est à faible charge. Lorsque mes pertes de charge vont diminuer sur l'installation, le débit va diminuer et donc les pertes de charge, on l'a vu précédemment, vont diminuer au carré. Et ben, je vais me retrouver avec un excès de pression donc sur les derniers circuits. Je fournis toujours la même pression, j'ai moins de pertes en ligne et donc j'ai un excès de pression sur les derniers circuits. Donc là, ça peut causer des surdébits, voire du bruit à certains endroits du réseau. Deuxième mode de pilotage maintenant, il peut résoudre cette première situation, mais attention, hein, il y a aussi des inconvénients à utiliser ce mode de gestion. C'est la hauteur manométrique proportionnelle. Donc, comme tout à l'heure, j'ai 150 kPa à fournir à cette installation, dans les conditions de design, à 100% du débit. Mais à faible charge, je vais réduire proportionnellement ma hauteur manométrique jusqu'à une valeur qui peut être égale, par exemple, à la moitié de la hauteur manométrique totale. Donc ici, 75 kPa. Ce paramètre est modifiable, hein. On pourra modifier ce paramètre aujourd'hui sur les pompes les plus récentes. Et ben, dans cette situation-là, okay, lorsque je vais me retrouver à faible charge cette fois sur cette installation, okay, je vais avoir une diminution de la pression. Ma pompe va suivre le débit. Donc, je vais diminuer la pression que je fournis à l'installation. Et donc, dans ce cas-là, je vais supprimer l'effet vicieux qu'on avait juste avant d'augmentation de pression sur les derniers circuits. Attention, en revanche, à bien maîtriser ce paramètre, à ne pas trop abaisser la hauteur manométrique. Sinon, j'ai un risque que sur des circuits intermédiaires, eh bien, je me retrouve avec une hauteur manométrique trop basse et donc des sous-débits. Voilà. Dans un cas, des surdébits potentiels, dans l'autre, des sous-débits. Donc attention, il faudrait trouver un juste milieu entre ces deux modes de gestion. Et ils vont dépendre également en fonction de la typologie d'installation. C'est-à-dire que sur une installation à forte perte de charge linéaire, donc une distribution qui est assez résistive, on va utiliser plutôt ce mode de pilotage en pression proportionnelle. Mais si ma perte de charge est faible en ligne sur la distribution, je vais plutôt utiliser la pression constante. Bon, mais reste un problème à gérer, c'est comment je vais régler justement la pression localement, puisqu'on a vu que ça pouvait conduire à des excès ou des sous-pressions sur certains circuits. Je laisse la parole à Brice pour ça. Merci Antoine. Donc, bien souvent, on va opter pour le mode de régulation, le mode de pilotage HNT constante. Là, on n'aura pas de surprise de sous-débit. Mais par contre, on devra gérer les surdébits. Donc, on va faire intervenir la stabilisation de la pression différentielle qui va être trop importante
à certains endroits. Avant d'aller là, je voulais rappeler qu'il y a quelques années, dans les logements, les radiateurs étaient équipés plutôt de robinets manuels. Et donc, le débit était essentiellement constant. On modulait quand même la température de départ en fonction de la température extérieure, avec des régulateurs. Mais en tout cas, on ne gérait pas les apports gratuits, comme on le fait aujourd'hui avec les têtes thermostatiques. Et donc, ces apports gratuits, on les gérait en ouvrant les fenêtres, par exemple. C'était moins grave à l'époque, on va dire. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que les têtes thermostatiques se démocratisent, on les installe, et on transforme notre installation en débit constant à débit variable. D'accord? Et ça se fait de façon sans précaution, quelquefois, et juste en mettant, quelquefois, souvent, quand même, un circulateur à vitesse variable. Aujourd'hui, toutes les installations sont équipées de circulateurs à vitesse variable. Mais quelle est l'incidence de ce débit variable sur cette installation qui était prévue à débit constant? Je vais essayer de le montrer. Donc, imaginons qu'on s'intéresse à ces radiateurs ici, hein, qui sont ici, auxquels on fournit une pression disponible. Donc, je retrouve ma pression disponible ici de 50 kPa, par exemple. J'ai mes radiateurs, 4 radiateurs. Ils sont tous ouverts en grand, d'accord? Donc, mon débit est maximal. Ma pompe délivre 5 mètres de colonne d'eau. Au fur et à mesure que mon eau circule, comme j'ai un débit relativement important, mes pertes de charge le sont aussi, et j'arrive en bout de circuit dans mon exemple, à 10 mètres de colonne d'eau, à 10 kPa, donc 1 mètre de colonne d'eau. Mon installation a été conçue comme ça, tout fonctionne bien. Par contre, les robinets commencent à se fermer, d'accord? Par exemple, j'en ai 3 sur 2 qui se ferment. Donc les débits dans les tronçons qui sont ici baissent drastiquement. On peut imaginer qu'ils baissent on n'a plus qu'un quart du débit prévu initialement. Donc on n'a plus qu'un 16e des pertes de charge. Autant dire que les pertes de charge disparaissent, hein. Les pertes de charge dans les tubes, les pertes de charge dans les vannes statiques disparaissent. Et du coup, ma pression disponible fournie par ma pompe n'est pas consommée. Et ce qui se passe, c'est que sur le circuit qui reste ouvert, d'accord, imaginons que c'est celui-ci, j'ai maintenant presque la totalité de la pression disponible. Donc, dans mon exemple, j'ai 47 kPa qui s'appliquent sur le radiateur et c'est l'organe d'équilibrage et de régulation. Donc là, le gros risque, bien sûr, c'est le surdébit, le bruit, parce que maintenant on est en logement, hein, donc on est dans une chambre, à 5 mètres de colonne d'eau sur un robinet radiateur, c'est catastrophique. Et si je reviens sur mon schéma initial, pour se rendre compte des incidences de ce débit variable, donc je retrouve ici mon tronçon, hein, toutes mes vannes sont fermées ou presque. Donc mon débit a baissé ici, avec l'incidence que j'ai précisée à l'instant, et le débit a baissé ici, du coup, et le débit a baissé ici. Et ce qui est particulier, c'est que ce tronçon, il est commun à d'autres logements, à ceux-là par exemple. Donc en baissant le débit ici, en fermant des vannes ici, en fait j'influe sur les autres radiateurs, parce qu'en baissant ici mon débit, je fais baisser mes pertes de charge qui disparaissent, et du coup ma pression disponible, qui est constante, n'est plus consommé et j'arrive ici dans les pauvres radiateurs qui n'avaient rien demandé avec une pression supérieure. En fait, quand je ferme des radiateurs, ma pression disponible augmente sur les autres. Et donc là, je me retrouve avec du bruit, du surdébit, alors que j'ai pas du tout je suis pas du tout intervenu sur cette installation. Donc voilà, c'est l'effet pervers du débit variable qu'on cherche à atteindre, parce que le débit variable, c'est le futur, hein. Quand on fait varier le débit, on fait varier la vitesse de la pompe, on augmente le rendement des chaudières, c'est merveilleux, mais il faut contrer et gérer ces variations de pression différentielle. Et donc pour ça, on a plusieurs solutions. D'abord, les régulateurs de pression différentielle, les régulateurs de delta P, qu'on mettra en pied de colonne lorsque notre installation est organisée en colonne, ce qui arrive sur tous les anciens bâtiments. Donc, je pense à la région parisienne où tout Paris est pratiquement équipé en colonne. Donc on équipe les pieds de colonne de kit de régulation de pression différentielle, ou lorsqu'on va faire des logements un peu plus récents, on peut mettre des régulateurs de pression différentielle en gaine palière ou en entrée de logement. Voilà. Et dans ce cas, on protège les vannes qui sont derrière des variations de pression différentielle. Si on fait maintenant un focus sur le matériel utilisé, donc en pied de colonne, on utilisera principalement chez IMI ce qu'on appelle un kit STAP, donc composé d'une vanne qu'on appelle la STAP, c'est le régulateur de pression différentielle, le stabilisateur de pression différentielle, qui sera souvent accouplé à l'aide d'un capillaire à une vanne STAD, standard, une vanne d'équilibrage, qui sert à porter le capillaire et qui sert aussi à régler l'ensemble avec le théascope. Donc là, on est en système par colonne. Et quand on est en équilibrage, en gaine palière ou en entrée de logement,
on pourra difficilement mettre un kit STAP qui est plutôt fait pour les débits importants. Donc là, on va mettre en œuvre une vanne qui s'appelle la TA Compact DP. DP parce qu'elle gère la pression différentielle. Donc c'est une vanne qui combine l'équilibrage, la régulation et la stabilisation de la pression différentielle. Donc régulation, c'est-à-dire qu'on pourrait l'équiper d'un moteur, par exemple. Donc je vais faire un petit focus, une petite expérience sur un appartement. Voilà, j'ai un appartement, des radiateurs, j'ai une pression disponible qui est délivrée par la pompe, et j'ai mis en place une vanne de limitation de débit, qu'on appelle aussi une vanne indépendante de la pression, une vanne d'équilibrage automatique. Donc chez TA, elle s'appelle Compact P, on parle pas de DP mais de P, elle s'appelle TA Nano. Donc c'était un simple limiteur de débit, enfin simple entre guillemets. Mon job, c'est d'empêcher que le débit dépasse une certaine valeur. Donc là, j'ai arrivé à 215 litres heure avec ma petite molette. Le débit se répartit. Donc j'ai fait mon équilibrage, hein, bien sûr, dans mon logement. Ça, on en parlera dans le prochain webinaire. On vous montrera comment équilibrer les radiateurs entre eux. Donc les 215 litres heure se répartissent correctement entre mes 5 radiateurs. Bon, je vous dévoile un petit peu, j'ai appliqué la méthode des 10 kPa, donc j'ai 10 kPa par radiateur, j'ai 5 kPa dans mes tubes ici, j'ai 5 kPa dans mon compteur d'énergie. Donc je consomme 20 kPa, donc ma vanne de limitation de débit, ma vanne d'équilibrage automatique, fait 30 kPa pour maintenir, ne pas dépasser ces 215 litres heure. Donc là, c'est merveilleux, tout fonctionne correctement. Et là, deux vannes se ferment, deux robinets thermostatiques se ferment, parce qu'il y a un apport gratuit. Il y a une fête dans le salon, il y a un ensoleillement, le robinet thermostatique le perçoit, se ferme, et là, ce qui se passe, c'est que mon limiteur de débit, ma vanne d'équilibrage automatique, fait son job, elle voit le débit baisser, elle s'ouvre. Elle s'ouvre pour revenir à ses 215 litres heure. Elle fait son boulot. Par contre, en s'ouvrant, elle crée moins de perte de charge, et du coup, les 50 kPa rentrent dans le logement. Et là, c'est le début du drame. Les trois robinets qui restent ouverts, d'abord sont en surdébit, hein, parce que j'augmente leur pression différentielle. Aux bandes de radiateur, j'ai maintenant 26 kPa. Qui dit plus de pression différentielle, maintenant vous le savez, hein, on en a parlé avec Antoine juste avant, on augmente la pression différentielle, on augmente le débit. Donc j'atteins maintenant 72 litres heure, ça fait un surdébit, mais c'est pas très grave. On va peut-être ouvrir les fenêtres, enlever des vêtements, mais le plus grave, c'est les 26 kPa qui s'appliquent sur le robinet radiateur, et au-dessus de 20 kPa, le robinet risque de faire du bruit. Voilà, il commence à être bruyant, donc si l'enfant dort pendant que les parents font la fête, il a des sifflements, il risque de pas être content. Ok, c'est un fait. Et si on va à l'extrême, hein, tout se ferme sauf un radiateur. Donc là, ma vanne d'équilibrage automatique, qui, vous le savez, nécessite une pression différentielle minimum, hein. Si on prend la compacte P de chez TA, il faut 15 kPa. J'ai plus ces 15 kPa parce qu'elle, elle voit que le débit baisse. Donc elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle s'ouvre, elle essaie d'atteindre ses 215 litres heure. Elle ne peut plus fonctionner parce qu'elle n'a pas ses pressions, celle des tapés mini. Elle laisse passer 135 litres heure. Elle ne crée plus que 2 kPa de perte de charge. Donc là, les 5 mètres de colonne d'eau rentrent totalement dans le logement. J'ai 44 kPa qui s'appliquent sur le robinet. Donc ça induit d'abord un surdébit. Donc là, il est flagrant. Donc là, le risque, c'est que on est trop chaud peut-être, et qu'on agisse sur la tête thermostatique. Là, l'utilisateur qui commence à toucher la tête, ça part mal parce qu'il va fermer la tête, et le lendemain, il va oublier qu'il l'avait fermé, il aura trop froid parce qu'il n'aura pas de chauffage. Donc là, on oblige l'utilisateur à intervenir, et là, c'est le début des ennuis. Sur débit, et là, le bruit, et bien sûr, à 44 kPa sur le radiateur, là, il n'y a pas de photo, il y a du bruit. Voilà, juste parce qu'on a fait un mauvais choix, qui dans certains cas, voilà, conduit à ce type de désagrément. On a mis une simple vanne d'équilibrage automatique, une simple vanne PICV, comme on l'appelle. La solution, c'était quoi? C'est de mettre en place la fameuse compacte DP. Donc, elle est bâtie sur le même physiologie de vanne, c'est la compacte P améliorée, puisqu'elle comporte un capillaire qui va prendre la pression différentielle sur le tronçon, sur le circuit, sur le logement. Donc, elle va percevoir que les vannes sont fermées, elle va percevoir ce que la DTP va augmenter. Et donc, c'est elle va percevoir, elle va se fermer. En fait, son but, c'est d'engranger les pertes de charge, de générer des pertes de charge en dehors du logement. Donc, s'il y a des bruits, il n'y en aura pas parce que cette vanne supporte jusqu'à 400 kPa, 40 mètres de colonne d'eau. Donc, ce n'est pas les petits 38 kPa qui vont lui faire peur. Donc là, il n'y aura pas de bruit, il n'y aura rien, elle est faite pour ça. Et derrière, du coup, elle laisse passer les 12 kPa. D'accord. Donc, un peu plus que la consigne, mais c'est une vanne qui est un régulateur de delta P à une bonne proportionnelle, donc on peut difficilement garder les 10 kPa sur toute la course. Elle crée
elle stabilise 12 kPa, donc on a 47 litres/heure, on est pile poil dans ce qu'on souhaitait. Et donc on n'a pas de bruit, on n'a pas de surdébit. Voilà, donc, et en plus, ça peut être asservi à un thermostat Heatmiser de préférence, de la gamme iMayer de chez TA. Donc voilà, on a fini, je crois, sur la gestion des pressions différentielles. Je te laisse conclure, tu es le roi de la conclusion. Donc, en effet, lors de l'audit de la distribution hydraulique, on devra comprendre et adapter le fonctionnement du collecteur à l'installation, débit constant ou débit variable, vérifier l'accessibilité et le bon dimensionnement des vannes d'équilibrage, utiliser une méthode adaptée qui garantit que les pertes de charge les plus faibles possibles dans l'installation. On regardera notamment les pertes de charge de la vanne de référence, vanne la plus défavorisée, et on réglera le point de consigne optimal de la pompe par rapport à ces pertes de charge. Ensuite, on choisira le mode de pilotage de gestion de la hauteur manométrique, constant ou proportionnel, voire d'autres, en fonction de la typologie de l'installation et de là où sont situées les pertes de charge. Et il faudra nécessairement également maîtriser localement la pression différentielle avec les organes adaptés, on l'a vu, les régulateurs de pression différentielle, car la pompe ne sait pas distribuer localement la pression différentielle en fonction du besoin de chaque terminal. C'est les organes d'équilibrage qui permettront de stabiliser localement la pression. Un petit peu en retard, mais on va répondre. On a un petit peu de retard, mais on va prendre la question. Ouais. Merci pour la présentation. J'ai des questions. Pour réaliser un bon équilibrage par François. Au revoir. On commence par où sur l'installation? Alors, c'est un vaste sujet, mais en général, quelle que soit la méthode, on va essayer d'abord d'aller équilibrer les vannes les plus éloignées de la pompe. Donc les vannes les plus défavorisées, donc la vanne de référence dont je vous ai parlé précédemment, afin de réduire au maximum la perte de charge de cette vanne, et c'est elle qui va définir la hauteur manométrique de notre pompe. On va d'abord commencer par s'intéresser à elle. Et puis ensuite, on reviendra, on se rapprochera vers la pompe pour un équilibrage optimal. Faut-il pré-régler les vannes avant de commencer l'équilibrage? Alors oui, idéalement, soit par une étude qu'on aura fait théorique en fonction des plans et des pertes de charge de l'installation, soit à 2 tours, par exemple, à 50% de leur réglage nominal. Donc, sur une STAD, par exemple, c'est 4 tours de réglage maximal. Donc, on les pré-réglera en général à 2 tours, ce qui permettra d'avoir une première base de travail, une perte de charge commune sur l'ensemble de l'installation. Sur une vieille installation, peut-on réaliser l'équilibrage avec les vannes en place qui ont 20 ans ou doivent-elles être remplacées? Pour Thomas? Au revoir. Alors, on peut réaliser l'équilibrage avec les vannes en place, mais attention, il faut bien vérifier leur dimensionnement quand même. Est-ce que le débit a évolué dans l'installation? Est-ce qu'on peut toujours équilibrer cette installation avec les nouveaux débits, mais avec les anciennes vannes? Sinon, on pourra se tourner vers des vannes à KV réduit, par exemple. Donc, on remplace la vanne en lieu et place dans le même diamètre. Elle aura simplement un passage interne, un KV, qui sera plus faible. Mais donc, on gardera une bonne précision, une bonne autorité sur la vanne d'équilibrage. Aussi, un petit point d'attention, c'est l'encrassement. Avec le temps, il se peut que les prises de mesure, les prises de pression sur les vannes, elles se soient un peu colmatées. Et donc là, attention à cette problématique-là, parce qu'on va vite, on va pas pouvoir réaliser de mesure, ou alors on va encrasser les filtres de notre instrument de mesure. Donc attention à ce point-là. Est-ce que ça augmente les pertes de charge? Je pense que la question, c'est est-ce que équilibrer, ça augmente les pertes de charge? Est-ce qu'équilibrer? Eh ben, on l'a vu, en choisissant la bonne méthode d'équilibrage et en réduisant au maximum la perte de charge, on ne va pas augmenter les pertes de charge. Alors, je ne sais pas à quel moment c'est arrivé, la question. Yes. Vous pourriez le replay? Alors, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire, il faudrait préciser votre question.
peut-être parce que je ne sais pas exactement à quoi vous faites référence. Les contacts avec nous, on va creuser un peu le sujet. Ouais. Ok, voilà, on a répondu à toutes vos questions, je crois. Donc, on vous souhaite une très bonne journée et on vous donne rendez-vous le 26 juin pour parler de la régulation terminale. À bientôt. Merci à tous. Au revoir.